vous avez pu le constater, plein de challenges à mener, que ce soit au moment de l'annonce, que ce soit pendant la transformation, que ce soit ensuite. Là, moi, mon petit challenge à moi perso, ça va être d'échanger avec vous sur ce fameux plan d'action. Donc, je vais vous poser les questions et on va travailler sur l'application Bicast. Pour ceux qui ont assisté à l'atelier avec Gabriel Baskin, vous avez pu voir comment ça fonctionne. Sinon, je vais vous remontrer. Mon but, moi, c'est qu'on réfléchisse ensemble à 3 questions. Donc, je vais vous montrer ces 3 questions à se poser quand on a une transformation qui va se produire. Première question qui, pour moi, a de l'intérêt, c'est finalement quels sont les acteurs de l'accompagnement. Donc ça, vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège, c'est assez logique, assez basique. On va y venir juste après. On va se poser ensuite, finalement, quels sont les acteurs à accompagner, puisque parfois, ce ne sont pas forcément les mêmes. Et celle où on passera un petit peu plus de temps, ce sont les questions sur les actions que nous pouvons mettre en place en fonction de la transformation. Donc, ce que je vous propose assez rapidement, en fait, c'est qu'on se mette directement sur Bicast pour répondre à la première question. La première question, du coup, quels sont les acteurs de l'accompagnement ? Je vous mets le lien. Alors pareil, vous pouvez participer soit sur votre ordinateur, soit via votre téléphone avec le QR code. N'hésitez pas à écrire tout ce qui vous vient en tête, tout ce qui vous semble important. Je vais commencer l'activité. Il n'y a évidemment pas de mauvaise ou de bonne réponse, c'est anonyme, donc voilà. Allez-y, qui sont pour vous, quels sont les acteurs de l'accompagnement ? Je vous laisse y aller. Alors, les ressources humaines, les cabinets outplacement, les managers, effectivement, les élus, ok. Alors, c'est aussi une façon de voir si vous avez pu participer ou non d'ailleurs aux différents ateliers, puisqu'on a parlé évidemment de tous les porteurs de projets, de toutes les personnes qui allaient avoir des actions à mener, effectivement. Les ressources humaines, les médecins, les collaborateurs, avocats en social, élus, cabinet outplacement, manager, ok, super. Les leaders qui portent le projet, ok. Alors, les leaders qui portent le projet, est-ce que vous arrivez à les définir plus spécifiquement ? Les dirigeants et RH, ok. Les filières HSE, d'accord. J'attends encore 1 ou 2 minutes, on a le temps. Puis ça permet de voir tout ce que vous avez en tête. Moi, évidemment, j'en ai certains, mais vous en avez d'autres. Peut-être parce que vous avez vécu vous-même une transformation. Peut-être que vous avez vous-même été porteur de projet. Vous avez été acteur de l'accompagnement. Donc, vous allez avoir des idées que peut-être je n'ai pas eues. Okay, les consultants RH, ok. J'attends encore quelques secondes pour voir s'il y a d'autres personnes qui sont en train d'écrire. Et puis sinon, on pourra avancer sur cette question. Ok, bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, les participants, vous avez terminé. Je ne vois pas de nouveaux mots qui émergent. Donc, on va dire que cette activité-là, on la termine. Ok. Alors, je reviens sur mon petit PowerPoint. Effectivement, les acteurs de l'accompagnement, ils sont assez multiples et c'est ce qu'on va voir. Alors vous avez parlé de différents acteurs, beaucoup en interne. Vous en avez aussi cité quelques-uns en externe. Si je reprends un petit peu vos mots, vous avez parlé des cabinets outplacement, des avocats en social, de personnes des médecins effectivement qui sont, alors soit les médecins, la médecine du travail ou des médecins sur site ou alors des médecins extérieurs peut-être. Moi, dans ceux que j'avais identifiés, j'avais plutôt identifié de l'interne. Mais c'est intéressant d'avoir justement ce partage avec vous pour voir finalement par qui est-ce que vous allez souhaiter être accompagné ou non. Alors, dans mon petit PowerPoint, voilà ce que moi j'avais effectivement mis en avant. Ce qui est assez intéressant, c'est que très souvent, les personnes oublient le collaborateur. Et là, on le voit dans le nuage de mots. Il est présent au même titre que tous les autres. Donc, il y a des personnes, certains d'entre vous y ont pensé. Mais très souvent, on a l'impression que les acteurs de l'accompagnement, ce sont uniquement les porteurs de projets. Alors que toutes les personnes qui sont dans l'entreprise vont évidemment avoir un petit peu une pierre à l'édifice à apporter. Les collaborateurs, il suffit que vous soyez dans une équipe où il y ait quelqu'un qui ronchonne un petit peu et qui n'arrive pas
aller un petit peu de l'avant, qui soit plus attaché à ce que l'entreprise était avant pour lui, bah, ça peut mettre en difficulté toute une équipe, voire tout un service en fonction de comment il va communiquer son malaise à l'idée de vivre cette transformation. À l'inverse, un collaborateur qui sera très enjoué, très content, pour qui ce sera un challenge, pourra apporter une dynamique plus positive. Donc les collaborateurs, voilà, moi c'était l'endroit où je voulais vous piéger un petit peu. Bon, finalement, je ne vous piège pas puisque vous l'avez cité et c'est très bien. On a évidemment des acteurs très importants. Là où on va accentuer un petit peu enfin, accentuer, c'est pas tant ça. Là où on va avoir l'impression que ce sont les acteurs principaux, c'est quand on va parler des porteurs de projets. Et donc, les managers, les dirigeants, les RH, les élus et les représentants du personnel. Ce seront vraiment vers eux qu'on va se tourner. Évidemment, on a plusieurs personnes, la médecine du travail, les infirmières, les assistantes sociales, pour ceux qui ont dû assister à la table ronde de tout à l'heure, vous avez pu voir avec Laurence que les assistantes sociales allaient avoir un rôle très important. Alors, on n'avait pas d'infirmière ou de médecin du travail, mais pareil, c'est un fort appui qu'on peut avoir avec eux. Il y a tous les soutiens extérieurs. Alors, vous avez parlé des cabinets d'outplacement, vous avez parlé des avocats. Il y a évidemment les psychologues sur site, le soutien téléphonique dont on a pu parler aussi, qui sont des services auxquels on peut faire appel. Et du coup, les collaborateurs dont on a parlé. Ok, donc très bien. Alors merci déjà pour votre participation sur cette première question. On va du coup accéder à la deuxième question qui est finalement, quels sont les acteurs à accompagner? Parce qu'on va voir que ce n'est pas forcément toujours les mêmes. J'entends des petits micros qui sont ouverts, alors pareil, je vais vous demander de bien les couper parce que j'entends des respirations. Merci beaucoup. Hop, je vous remets du coup le code si jamais vous avez quitté la page et je vous propose d'arriver à la deuxième question. Quels sont les acteurs à accompagner? Alors, salarié, ça revient plusieurs fois. Comme ce n'est pas écrit exactement pareil, ils les sortent en mots différents, mais on les retrouve bien, effectivement. Élu, manager, salarié, RH. OK. Manager de proximité. Ça revient plusieurs fois. Les managers, la direction, les dirigeants. OK. Les services support, bien sûr. Tout membre de l'entreprise, oui. Alors effectivement, là, on est ouais, dans une vision très élargie. Effectivement, on peut se dire que tous les membres de l'entreprise sont à accompagner. Je vous demande le détail, c'est pour ça que je vous challenge un petit peu, mais vous avez tout à fait raison. Les services impactés, oui. Alors effectivement, on l'a vu tout à l'heure, il va y avoir des services qui vont être plus particulièrement impactés par une transformation. Après, ce qui avait été dit, alors ce qui a pu être dit dans les autres ateliers, c'est qu'il y a des services qui sont impactés directement, mais ça peut générer dans des services qui ne sont pas impactés certaines émotions, ne serait-ce que par exemple lorsqu'on parle de plan de départ volontaire, cette fameuse question de on me propose un choix ou alors on ne m'en propose pas, est-ce que du coup je suis heureux ou triste ou en colère d'être concerné par ce plan de départ volontaire, ou alors à l'inverse, j'aimerais qu'on me le propose et je ne suis pas concernée. Donc les services impactés ou non peuvent être accompagnés, mais je vous l'accorde, le service impacté directement va nécessiter une attention spécifique en tout cas. Les cadres supérieurs, ceux qui partent, alors comme on l'a dit aussi et on vient de le répéter, ceux qui restent aussi peuvent être impactés de manière positive ou plus négative, entre guillemets. Ok. Bon, je vois que cette question, elle vous a un peu inspiré. Il y a plein de choses qui sont dites. Ok, super. Alors, je reprends du coup mon petit PowerPoint. Effectivement, les acteurs à accompagner, ils sont extrêmement larges. On va avoir les managers, la médecine du travail, les infirmières et les assistantes sociales, les collaborateurs, bien évidemment, les élus et les représentants du personnel, les ressources humaines, les dirigeants. Alors, vous m'avez parlé dans le nuage de mots. Hop, je reviens, je fais un peu des allers-retours, hein, mais pour qu'on ne soit pas uniquement focalisé sur quelque chose. Vous m'avez parlé de personnes très spécifiques, comme par exemple ceux qui partent, les fonctions support, les managers de proximité. Évidemment, ils sont englobés, moi, dans mon petit PowerPoint, ils sont englobés dans les collaborateurs, dans les managers, que ce soit manager en transversal, manager de proximité, N+2, N+3. Évidemment, ils sont englobés là-dedans.
Il y a plusieurs acteurs à accompagner qu'on oublie parfois, qu'on met un petit peu de côté, ne serait-ce que les dirigeants, puisque les dirigeants sont ceux qui sont associés directement à celui qui va annoncer le projet, comme si lui-même, comme si c'était sa propre volonté. Évidemment, le dirigeant est lui aussi parfois mis en difficulté, challengé, bousculé par les transformations qui sont à venir, et donc un soutien doit leur être apporté. Pareil pour les managers. Alors évidemment, que ce soit manager de proximité ou aux dirigeants, comme vous avez pu, de mémoire, vous avez cité, oui, cadre supérieur, voilà, il va falloir les accompagner. Évidemment, ce seront des accompagnements très spécifiques, mais il faut évidemment leur apporter du soutien et une présence pour pouvoir échanger, qu'ils ne se sentent pas seuls. Les collaborateurs, évidemment, on va les accompagner et on va voir comment est-ce qu'on peut les accompagner. Les médecins du travail, infirmières, assistantes sociales, on peut souvent oublier de les citer dans les acteurs à accompagner parce qu'on part du principe qu'ils ont fait des études spécialisées là-dedans, que du coup ils connaissent, ils arrivent à prendre le recul nécessaire, ils arrivent à ne pas être trop impactés, à être dans l'empathie, mais sans que ce soit trop envahissant pour eux. Sauf que même si on a l'habitude, même si on est souvent confronté à des thématiques de personnes en difficulté, c'est quand même intéressant d'avoir des échanges assez réguliers avec eux pour savoir comment ils se sentent, si ce n'est pas trop impactant, s'ils arrivent à prendre ce recul nécessaire à un bon accompagnement. Donc surtout pas hésiter à les intégrer dans les personnes à accompagner. Les ressources humaines, les élus, les représentants du personnel, évidemment, on va voir comment est-ce qu'on peut porter une attention particulière à ces profils. Moi, ce que je vais vous proposer là, c'est de faire un focus sur 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sera les porteurs de projets. Par porteurs de projets, j'entends les dirigeants, les ressources humaines, les élus, les représentants du personnel et les managers. Ça, ce sera un premier focus. En deuxième focus, ce sera un focus dans le premier, on va dire, puisque ce sera beaucoup plus spécifiquement les managers, et notamment, comme vous l'avez cité, les managers de proximité. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et quels bénéfices on peut attendre de ces mises en place? Et enfin, un dernier focus sur les collaborateurs. Comment est-ce que eux aussi, on peut les accompagner spécifiquement tout au long de la transformation? Là, j'ai choisi, moi, de ne pas parler spécifiquement de l'accompagnement des médecines du travail, des infirmières et assistantes sociales. C'est mon parti pris, puisque comme je viens de le dire, voilà, ce sont des personnes qui elles-mêmes travaillent beaucoup sur ces thématiques-là. Mais si vous souhaitez qu'on en parle, on pourra évidemment prendre le temps de le faire. Alors, j'arrive à nouveau du coup à la troisième question. Et là, celle-ci, je vais laisser un petit peu plus de temps. Vous allez voir, le bicast va être fait dans les 3 catégories. Je vous montre ma question. Les actions à mener, vous allez avoir ces 3 catégories, les porteurs de projets, les managers et les collaborateurs. Donc là, je vais laisser un petit peu de temps pour que chacun et chacune des participants puissent parler un petit peu écrire un petit peu les idées d'accompagnement que vous avez en tête, soit que vous imaginez, soit qu'au contraire, vous avez vécu et vous vous êtes dit, ça a hyper bien marché. Moi, en tant que collaborateur, j'ai adoré qu'on me propose telle ou telle action, tel ou tel accompagnement, ou alors en tant que, je sais pas, peut-être porteur de projet, vous vous êtes rendu compte que tel accompagnement, pour ne pas parler de service, que tel accompagnement fonctionnait bien. Alors, hop. Je vous laisse remplir le tableau. Prenez votre temps. Je sais qu'il y a plein de choses qui vont vous venir en tête. Donc, on va prendre le temps je vais prendre le temps de vous laisser remplir ce tableau. Co-développement, il y a des choses très spécifiques, des noms précis qui sortent. OK. Les ateliers de compréhension, vulgarisation du projet porté. Les éléments de langage pour se faire comprendre, tout à fait, le fait de partager un vocabulaire commun quand on vit quelque chose comme ça, et on l'a dit un petit peu tout à l'heure, le fait que les communications, que les échanges soient logiques entre eux et que les messages portés, peu importe qui va le porter, mais que ce soit les mêmes, qu'on entende les mêmes choses pour limiter les rumeurs, limiter les émotions un peu fortes et un peu mitigées. Alors, pour les collaborateurs, disponibilité et écoute, interlocuteur identifié précisément, description des aspects logistiques et fonctionnels, étude de faisabilité du changement, empathie, OK,
Communication adaptée dans la temporalité. Oui, cette notion de temporalité, elle est très importante et on va en parler tout à l'heure. Parce que très souvent, on va mettre en place des choses et puis on va attendre que bah, ça passe, et même sans être dans une posture d'attente, on va se dire que voilà, on a mis des choses en place et en fait, cet effet, voilà, un petit peu de tunnel élastique dont on a pu parler ce matin, ou alors cet effet de finalement, au cours de la transformation, on va passer par des émotions différentes et puis chacun va le vivre de manière un petit peu individuelle. Sandrine, tout à l'heure, à l'atelier, nous parlait de ça. On a au début une crise dite un petit peu collective et puis finalement, petit à petit, on va se retourner un petit peu plus sur soi face à cette transformation. Et donc, ça va être important de voir comment est-ce que finalement on peut accompagner dans le temps. Alors, je vois qu'il y a plusieurs choses. Hop, je reviens sur les porteurs de projets, puisque c'est avec eux qu'on va commencer. Mais continuer à remplir sur les managers et les collaborateurs. Accompagnement psychologique, séminaire entre porteurs et projet coaching, conseil et coaching, accompagnement de type inter et supervision. OK. Alors, je vois que sans catégorie, il y a étude de faisabilité du changement. Oui, bien sûr, et ça, ce sera quelque chose qu'on fera en amont. Moi, là, je vous parle de quelque chose qui se fait plus sur le moment, mais vous avez tout à fait raison pour la personne qui a écrit ça. L'étude de faisabilité du changement, elle est importante. Alors, chez les managers, réunion d'information, co-développement, comprendre leurs besoins, s'adapter aux besoins, questions spécifiques de chaque équipe. Effectivement, en fonction des services, des secteurs, on n'aura pas la même population, on n'aura pas les mêmes demandes, les mêmes besoins. Quels sont les impacts sur leurs équipes, des charges mentales et d'activité si possible, effectivement, si possible, parce que quand on est en transformation, généralement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une surcharge de travail, évidemment, et puis une surcharge émotionnelle, donc il faut réussir à apaiser un petit peu tout ça. Formation manager, disponibilité vs ses activités quotidiennes, ok, des conseils personnalisés, écoute et conseils individualisés, ok, on retrouve la même chose, les études d'impact. Accompagner leur communication pour une cohérence globale des messages portés. Tout à fait, ok. Il y en a un autre, rendez-vous collectif, réunion de services spécifiques sur le projet. D'accord. Il y a des choses qui se regroupent, d'autres qui sont très spécifiques, très bien. Hop, et focus collaborateur. Alors, disponibilité et écoute, interlocuteur identifié précisément, ça on en parlait. L'empathie, l'étude de faisabilité du changement, la communication adaptée dans la temporalité, les supports psy externes et mise en place d'un collectif de discussion, okay. Des rendez-vous individuels, pour libérer leurs paroles et leurs questions, faire le lien projet-parcours, okay. Communiquer la genèse du projet. Ok, d'accord, bon, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'idées. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde étape par étape. Première chose, on va faire ce focus donc sur les porteurs de projets. Et vous allez voir qu'en fait, ce dont vous avez parlé, moi, je les ai assez identifiés aussi comme vous. Bon, déjà, je suis contente parce qu'on est un peu en accord, vous et moi, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, on va voir que ce que vous avez mis, même si je ne l'ai pas écrit dans les mots que vous l'avez écrit, finalement, on peut le retrouver dans les grandes lignes. On a 45 minutes là pour échanger, ce qui est assez court. Donc, évidemment, on ne va pas rentrer dans une vision très, très spécifique, mais on va regarder quand même dans les grandes lignes toutes les actions qu'on peut mettre en place. Je dis juste le dernier sur les focus collaborateurs, les groupes de réflexion transversaux avec le manager ou porteur pour alerter, lieu d'écoute en confiance, accompagnement personnalisé. Ok, super. Alors, premier focus, les porteurs de projet. Alors, pareil, je reprends mon petit PowerPoint. Voilà ce que nous avons pu identifier comme focus, comme accompagnement, comme action, il n'y a pas de S à comme action à mettre en place pour les porteurs de projet. Je réitère, les porteurs de projet, on va parler des élus, des représentants du personnel, des ressources humaines, des managers et des dirigeants. Première chose, et ça, vous avez été nombreux à le dire, en termes de communication, en termes de besoins, il va falloir outiller les porteurs de projets. Très fréquemment, on va leur demander des choses qui vont être antagonistes, qui ne vont pas forcément pouvoir fonctionner dans la réalité terrain. C'est-à-dire, par exemple, une surcharge de travail ou une augmentation du travail avec une potentielle diminution des effectifs, puisque certaines personnes vont être, par exemple, assez perturbées et vont être en arrêt maladie. D'autres personnes vont se dire, bon, c'est le moment pour moi de partir, j'en avais envie depuis quelques temps, allez, ça me donne un élan.
par exemple. Évidemment, les possibilités sont multiples. Donc, il va falloir donner les moyens opérationnels, temporels, communicatifs, et ainsi de suite, suffisants pour permettre aux porteurs de projet d'accompagner dans les meilleures conditions. Excusez-moi, il me manque un petit dent. Hop, voilà. Dans les meilleures conditions. Parce que très souvent, ce dont on se rend compte, c'est qu'il va y avoir un petit gap, un petit écart entre ce qu'on va demander aux porteurs de projet et les moyens qu'on va mettre à leur disposition. Quels vont être les bénéfices si jamais on arrive à donner ces moyens-là aux porteurs de projet? Ça va être de limiter les rumeurs, d'avoir une communication qui soit effectivement cohérente. Ça va permettre un échange et ça va permettre de développer la confiance entre les différents interlocuteurs et également de prendre un peu la température des équipes. Vous l'avez dit aussi, il va falloir prendre soin des porteurs de projet. Je reviens sur le Bicast. Vous avez parlé de conseil et coaching, vous avez parlé d'accompagnement psychologique, d'accompagnement de type inter et supervision. Alors, on va le voir dans la 3e étape, mais atelier de compréhension et compagnie. Hop, on va voir que pour ça, il faut effectivement les protéger, ces porteurs de projet, puisqu'ils vont avoir non seulement leur travail à effectuer du quotidien, mais en plus de ça, ils vont devoir continuer à mobiliser des équipes, à les encourager, à leur donner envie de s'investir dans une période parfois compliquée, parfois moins complexe, évidemment, hein, tout n'est pas toujours tout noir, mais voilà, on sait qu'il y a plein de choses qui se passent lors d'une transformation, donc il va falloir protéger les porteurs de projet. Comment? Premièrement, on peut leur proposer d'assister à des formations sur la détection, l'accompagnement, l'orientation d'un collaborateur en difficulté. Évidemment, pour ça, parce qu'on a très souvent envie de mettre un peu notre cape de super-héros, comme Gabriel parlait tout à l'heure de Jack Bauer qui doit sauver le monde. Très souvent, en tant que porteur de projet, on a envie de mettre un peu notre cape de super-héros et de venir sauver, sauf que on risque de se mettre en difficulté, on risque de mettre la personne qu'on accompagne en difficulté elle aussi, puisque le rôle n'est pas toujours très défini. Parfois, on a envie d'en faire un petit peu plus que ce que notre rôle devrait délimiter. Donc, bien définir le rôle et le cadre de l'accompagnement, c'est vraiment important. Ça va, premièrement, comme bénéfice, limiter la surcharge émotionnelle des porteurs de projet. Vous imaginez bien, et peut-être que vous l'avez déjà vécu, quand toute la journée on reçoit des appels de collaborateurs en difficulté qui peuvent avoir une charge émotionnelle très intense, il y a ce phénomène potentiel un peu éponge d'absorber les émotions des autres. Donc, limiter la surcharge émotionnelle des porteurs de projet, ça va être une première étape pour leur permettre de prendre sereinement leur mission et surtout d'être présent comme il se doit sans être trop envahi. Ça va également leur permettre d'agir sereinement face à des situations complexes et du coup de ne pas se sentir complètement dépassé à chaque fois et surtout de bien savoir quelle posture avoir. Et évidemment, le dernier bénéfice, et je pense que je ne vous apprends rien, c'est de ne pas mettre l'interlocuteur ou soi-même en situation d'inconfort, voire de danger, puisque très souvent, on pense bien faire, on a envie de bien faire, et puis il suffit d'un petit mot à côté ou d'un vocabulaire mal choisi, et ça peut être interprété différemment, ça peut générer de l'angoisse, du stress. Donc le but, ça va être de bien protéger ces porteurs de projet pour qu'ils puissent agir de la meilleure manière possible. Et vous avez parlé de co-développement, d'intervision, de supervision. Et ça, effectivement, c'est une activité qu'on va pouvoir retrouver. Activité, action. Le partage entre pairs. On peut évidemment former les porteurs de projets au co-développement pour autonomiser les équipes, d'une part, partager les bonnes pratiques et développer les liens entre les différents relais et acteurs de prévention. Là, l'intérêt, et je pense que vous en avez tous en tête, vous voyez à peu près les bénéfices, ça va être de développer le partage, de développer l'échange entre pairs, évidemment, proposer des accompagnements spécifiques et adaptés. Parfois, on se rend compte que la personne est venue nous voir parce qu'elle nous fait confiance. Le collaborateur, par exemple, en difficulté, nous fait confiance, donc il nous a sollicité, et c'est super. En revanche, on se rend bien compte que c'est plutôt vers telle ou telle personne qui devrait aller pour avoir réponse à son problème. Et là, il va falloir justement rebondir sur le cadre et le rôle de mon accompagnement pour me dire, même si j'ai la possibilité d'avoir la cape du sauveur qui est extrêmement valorisante et qui fait plaisir en un sens, il va falloir que je réoriente quand même puisque ce n'est pas mon cadre direct d'action. Et
En dernier bénéfice, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres et que vous pouvez déjà vous-même les voir, j'ai été très synthétique, ça va être de diminuer le sentiment de solitude et d'impuissance. Quand très souvent dans une journée ou dans une semaine, on va entendre des difficultés, des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse, ou alors c'est encore un petit peu flou pour nous-mêmes en tant que porteurs de projet, on peut au bout d'un moment avoir tendance à s'isoler, avoir tendance à se mettre un petit peu en retrait, soit parce que tout simplement on est fatigué et que c'est assez énergivore, soit parce que on est tout simplement nous-mêmes en difficulté. Donc le but dans ces échanges, dans ce partage entre pairs, ça va être de diminuer ce sentiment de solitude, voire d'impuissance. Vous me dites si je vais trop vite, hein. N'hésitez pas à utiliser la conversation de Teams, je l'ai ouverte en parallèle, donc n'hésitez pas si vous voulez ajouter des choses, des choses que je n'ai pas dites et qui vous semblent importantes, je les partagerai à haute voix, même si vous avez tous accès à la conversation. Alors, je reviens du coup sur le Focus Manager. On ne va pas tous les relire parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous laisse regarder avec moi un petit peu ce qui a été dit. Réunion d'information, le co-développement, ça on en a parlé évidemment. Là, on va faire vraiment le Focus Manager, manager de proximité. Hein. Comprendre les besoins, s'adapter aux besoins, les questions de chaque équipe, les impacts, les décharges mentales et d'activité si possible. Et là, on retrouve ce qu'on a vu dans l'accompagnement des porteurs de projets, hein, donner les moyens opérationnels aux porteurs de projets d'accompagner les personnes qui en ont besoin ou qui en exprimeraient l'envie. Si jamais j'ai moi-même, en tant que porteur de projet, une charge de travail monstrueuse, comment puis-je prendre le temps d'accompagner des personnes? C'est compliqué. Disponibilité vs l'activité quotidienne, les conseils personnalisés, écoute, conseils individualisés, voilà, accompagner la communication pour la cohérence, des rendez-vous collectifs, des reportings descendants et remontants et l'accompagnement au quotidien. Ok. Alors, pareil, de ce que vous avez cité, on va retrouver pas mal de choses ici. En revanche, on ne va pas le retrouver comme vous l'avez dit, mais on va le retrouver dans chacune des 5 compétences managériales qu'on peut essayer de challenger. Le manager, il va avoir plusieurs objectifs pour accompagner les collaborateurs. Et pour ça, il va falloir l'aider à mettre en place tout ça. Donc, dans les 5 compétences managériales, on va attendre du manager qu'il arrive à inspirer. Inspirer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans faire de fausses promesses, il va devoir donner du sens et donner envie aux collaborateurs de se projeter dans la nouvelle organisation. On va également lui demander de limiter le décalage entre les attentes et la réalité du terrain. Alors ça, comment ça va se faire? Comme on l'a vu, je vais faire des allers-retours, hein. Comme on l'a vu sur la slide précédente, sur les porteurs de projet, dans l'outillage des porteurs de projet, on va leur donner les moyens de réussir à communiquer, à donner du sens, à échanger sur les raisons, le pourquoi, le comment de cette transformation. Évidemment, le bénéfice, ça va être de redonner du sens et de l'envie aux collaborateurs qui sont eux-mêmes perturbés psychologiquement, émotionnellement, professionnellement, qui vont venir se poser plein de questions. Et surtout des questions sur, finalement, comment est-ce que je me perçois dans l'avenir de mon entreprise, dans mon poste, dans mon équipe. En deuxième compétence au niveau des managers, on va leur demander de cadrer. Cadrer, c'est donc donner via des messages clair, la possibilité de se projeter dans un avenir plus ou moins long. Quelque chose qui n'est pas forcément évident, et évidemment de maintenir l'efficacité opérationnelle en s'assurant de la clarté des demandes et des moyens pour y parvenir. Là, pareil, comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà en protégeant un petit peu les porteurs de projets, puisque pour ça, il faut que eux-mêmes soient outillés pour réussir à répondre et sans encore une fois, mettre cette espèce de cape de sauveur. Pardon, je me suis un petit peu embrouillée dans ma phrase, mais je pense que vous avez compris. Et surtout, travailler un petit peu cette fameuse communication, réussir, et ça, vous l'avez dit plusieurs fois, qu'il y ait une cohérence entre les messages qui seront portés par les différentes personnes, et notamment par les managers de proximité, puisque ce sont vers eux que les collaborateurs vont aller dans un premier temps, majoritairement, hein, en règle générale. Les bénéfices dans le fait de cadrer, ça va être de définir des attentes qui vont permettre de continuer l'investissement professionnel. Quand c'est cadré, forcément, on y voit plus clair et donc ça nous permet d'avancer. Quand c'est flou, on ne sait plus trop vers qui se tourner, on ne sait plus trop quelle tâche effectuer, là, ça devient compliqué. Et ça va venir limiter la frustration en donnant les moyens et une visibilité.
En troisième compétence managériale, il y a le fait de faciliter. Faciliter comment? En agissant sur la cohésion, sur la coopération, agir sur les potentielles tensions inhérentes au contexte de transformation. Et ça, comment on le fait? Comme on l'a vu tout à l'heure, avec le partage entre pairs et avec le fait de protéger les porteurs de projets pour qu'ils puissent eux-mêmes être bien dans leur basket pour aider les autres à l'être à leur tour. Donc surtout, pas hésiter à agir sur cette cohésion, agir sur cette coopération, resolidariser un petit peu, puisque comme on l'a dit tout à l'heure et que je l'ai répété, va y avoir ce côté collectif d'un premier abord et ensuite un petit morcellement potentiel où chacun va regarder un petit peu sa situation au détriment de la situation de l'équipe. Dans les bénéfices, on va retrouver des états émotionnels apaisés, un développement ou un redéveloppement de l'entraide et du soutien et un développement de la motivation autonome. Donc, les personnes vont se motiver d'elles-mêmes. Ensuite, les managers vont devoir encourager. Encourager, c'est la quatrième compétence managériale. Encourager quand on est un peu fatigué, quand on ne sait pas trop où on va, quand on a un petit peu une surcharge de travail, c'est pas forcément évident, parce que nous-mêmes, on pourrait avoir besoin d'être encouragés. Là, comment ça va se retrouver? Pareil, le partage entre pairs, c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Le co-développement et compagnie, ça va vraiment aider à encourager. Et ensuite, le manager pourra lui-même encourager son équipe. Comment? En favorisant l'autonomie, en limitant le contrôle, pour devenir une ressource plutôt qu'un acteur. Le manager va devoir apprendre, s'il ne l'a pas déjà fait, et si ce n'est déjà pas une pratique de management qu'il a de manière complètement naturelle, on va dire, va devoir apprendre à laisser les équipes gérer, s'auto-gérer, alors jusqu'à une certaine limite, bien sûr, mais pour ne pas avoir à être constamment appelé ou sollicité en face de chaque petite difficulté ou questionnement. Libérer l'autonomie chez les collaborateurs, c'est leur laisser prendre une place et eux-mêmes devenir acteurs. Connaître les leviers de motivation, les utiliser de manière adaptée et dans les bénéfices, qu'est-ce qu'on va trouver? L'émergence, le maintien et l'orientation des efforts et surtout un sentiment de soutien, de reconnaissance et d'autonomie puisque le manager, en laissant une certaine autonomie, en délaissant le contrôle, va montrer quand même à ses équipes qu'il est présent, qu'il a confiance. Et enfin, en dernière compétence managériale, ce qu'on va retrouver, c'est le soutien. Le soutien, comment est-ce qu'on va le faire? Déjà parce que le manager sera lui-même soutenu par des formations, par des psychologues extérieurs, par du coaching éventuellement, soutenu par ses pairs. Et donc, lui-même va être ensuite en capacité de détecter, d'accompagner, voire d'orienter un collaborateur qui serait en difficulté, qu'elle soit exprimée ou qu'elle soit sous-entendue ou détectée, bien sûr. Et pour ça, ceci va nous permettre d'agir surtout en prévention, en appui et en soutien, et pas uniquement en cellule de crise, là où vous avez un collaborateur qui arrive en craquant complètement dans votre bureau. Les bénéfices de ça, ça va être le lien de confiance qui va être recréé ou qui va perdurer ou qui va s'intensifier entre le collaborateur et le manager de proximité, avec une certaine légitimité à ressentir et parler de nos difficultés. Et être soutenu en période de charge de travail et de charge émotionnelle. Donc, c'est ce qui va nous permettre de vraiment sentir qu'on n'est pas tout seul dans une situation parfois complexe. J'avance un petit peu parce que je vois qu'il ne nous reste que 10 minutes. Mais surtout, je réitère, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur l'onglet de la conversation Teams. On va regarder du coup le focus pour les collaborateurs. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place et vous avez cité plein de choses. La disponibilité, l'écoute, les interlocuteurs identifiés, effectivement, les rôles spécifiques de chacun, les aspects logistiques et fonctionnels, l'étude de la faisabilité du changement, l'empathie, évidemment, et ça c'est quelque chose sur lequel on insistera quand il y aura une formation des porteurs de projets sur l'accompagnement d'un collaborateur, l'empathie. Une communication adaptée dans la temporalité, tout à fait, les supports psy externes, mise en place d'un collectif de discussion, rendez-vous individuel pour libérer la parole, communiquer la genèse du projet, autant que faire se peut évidemment, et des groupes de réflexion transversaux avec managers ou porteurs pour alerter. Accompagnement personnalisé. Ok, super. Et beaucoup de choses qui se retrouvent du coup pareil dans mon PowerPoint. Les collaborateurs, on va pouvoir les accompagner de différentes manières. La première chose, ça va être dans l'échange. L'échange n'est pas un accompagnement en soi,
quoique, mais c'est ce qui va permettre, comme vous avez été plusieurs à le citer, de travailler finalement sur le besoin direct de l'équipe, qui va permettre de communiquer sur la genèse du projet, qui va permettre de créer ce lien de confiance, ce lien de partage, qui va permettre de montrer de l'empathie justement, et une communication adaptée dans la temporalité, si je reprends un peu tout le vocabulaire que vous m'avez marqué. Comment est-ce que ça va se faire? De plusieurs manières possibles. L'échange, il se fait vraiment en période de crise ou hors période de crise de différentes manières. Ce sont des échanges qui sont formels, des échanges qui sont informels, des échanges en collectif, en individuel, avec les différents porteurs de projet. Un collaborateur en difficulté va majoritairement décider de se tourner vers une personne de confiance. Mais si jamais il va par exemple parler à un élu de sa difficulté de se projeter dans l'avenir, ne serait-ce que pour des aspects financiers, peut-être que l'élu lui dira: il faudrait peut-être que tu échanges avec une assistante sociale. Et c'est là où on retrouve le premier point, enfin le premier focus sur les porteurs de projet et le partage entre pairs, bien sûr. Le bénéfice étant, dans le principe de l'échange, de donner de la visibilité, et ça vous avez été nombreux à dire que c'était important tout au long du projet, de définir des objectifs clairs et adaptés, avec du coup un sentiment de soutien, d'entraide et d'échange. Ensuite, on va pouvoir proposer un accompagnement collectif, à l'inverse de l'accompagnement individuel dont on parlera tout à l'heure. L'accompagnement collectif, on peut en interne ou alors via un cabinet extérieur, vous avez parlé tout à l'heure des cabinets, vous avez dit à Outplacement, vous n'avez pas parlé de cabinet d'accompagnement, on va pouvoir faire des ateliers thématiques adaptés à la temporalité. Ce qui est assez intéressant quand la transformation prend un certain temps, c'est que les personnes d'un point de vue très individuel vont avancer à des rythmes différents. Moi, ce que j'ai pu constater en accompagnant des collaborateurs sur du long terme, c'est que finalement, les thématiques restent un petit peu les mêmes. En revanche, les personnes qui participent aux ateliers changent à chaque fois, puisque là où quelqu'un va aller très très vite dans du stress, par exemple, dans quelque chose d'un petit peu compliqué, dès le début, il va vouloir assister à un atelier thématique portant sur le stress. Alors que quelqu'un d'autre qui ne s'est pas forcément senti très concerné au début, et puis qui petit à petit se rend compte que son poste va être concerné, par exemple, lui, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois de la transformation, il va se dire, tiens, moi, j'irais bien dans un atelier sur le stress, sur la gestion du stress et la prise de recul. Donc, le but, ça va être vraiment d'adapter les thématiques en fonction de la temporalité et surtout de revenir sur des éléments parfois assez simples, assez basiques, ou alors qu'on aura vu dans les premiers temps de la transformation, mais parce que les personnes vont avancer chacun à leur rythme d'un point de vue émotionnel et puis psychologique par rapport à ce qui leur arrive. On peut, comme vous l'avez cité, proposer des focus group qui vont viser à intégrer les réalités, les besoins du terrain et diminuer au maximum les écarts entre les niveaux hiérarchiques, les écarts de perception, bien sûr. Parce que très souvent, ce qui peut ressortir, c'est que les réalités terrain ne sont pas toujours en adéquation avec ce qui est demandé. Et là aussi, on peut faire des liens avec les slides qu'on a vus sur focus sur les porteurs de projets, où il faut les outiller en termes de temps, en termes de communication, en termes de moyens opérationnels pour accompagner leurs équipes. Dans les bénéfices, le collaborateur se sentira acteur du changement et ça va lui permettre de reprendre un certain contrôle plutôt que d'être dans une position où il va subir la transformation. Et il va pouvoir évidemment apprendre ou réapprendre, à prendre du recul, à gérer ses émotions, à communiquer sur ses difficultés. Très souvent, les difficultés en entreprise, on n'en parle pas. On est un peu gêné, c'est associé à de la faiblesse, à de la fragilité. Plus vous allez pouvoir, en tant que porteur de projet, en tant que manager de proximité, montrer que vous êtes dans cette fameuse empathie, plus le collaborateur se sentira en confiance pour pouvoir échanger sur ce qu'il traverse. Et enfin, l'accompagnement individuel, et ça aussi vous avez été plusieurs à le citer dans le Bicast, il va y avoir les dispositifs d'écoute et d'accompagnement, donc comme on en parlait tout à l'heure, comme Sandrine et Gabrielle et Laurence lors de la table ronde en parlaient, le fait d'avoir un psychologue sur site, que ce soit en interne ou en externe, la médecine du travail, les infirmières, les assistantes sociales font un travail hyper important justement pour répondre à des questions pratico-pratiques, pour aider, pour accompagner, donc ne pas hésiter à utiliser ces relais qui sont très riches. Et vous pouvez évidemment mettre en place une ligne d'écoute et de soutien psychologique, comme le disait tout à l'heure de mémoire, c'était Sandrine. Vous pouvez, ça va permettre justement à toutes les personnes qui seraient mal à l'aise à l'idée de communiquer sur leurs difficultés
en interne, de pouvoir échanger avec une personne extérieure qui va surtout l'aider à guider un petit peu sa réflexion, à guider ses questions et du coup à potentiellement prendre des décisions en fonction de ce qui lui semble être bien pour lui. Les bénéfices, je pense que je ne vous apprends rien, ça va être d'offrir un espace individuel, bienveillant, confidentiel et anonyme pour échanger sur les thématiques souhaitées et diversifier les accompagnements pour que, oh, pardon, j'ai une petite faute, diversifier pour permettre à chacun de trouver une solution qui sera adaptée. Si jamais on ne propose qu'une seule solution, évidemment, c'est déjà bien, sauf que c'est très possible d'avoir des personnes qui derrière disent « bah oui, on m'a proposé d'aller voir un psychologue, sauf que moi je suis un petit peu gênée, le psychologue c'est pour les fous », avec toujours ces petits clichés sur la psychologie, on les connaît. Donc, plus vous allez diversifier les accompagnements, plus vous allez vous assurer que chacun et chacune pourra trouver un petit peu la méthode qui lui convient le mieux. Voilà, donc en 45 minutes, encore une fois, c'est très rapide et j'ai choisi certains focus à défaut de d'autres. J'en suis désolée si ça génère des frustrations. Il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que vous avez des questions, des apports supplémentaires ou des sujets que je n'aurais pas forcément abordés? Pareil, je vous laisse alors répondre dans le fil de la conversation, enfin répondre ou prendre la parole d'ailleurs. N'hésitez surtout pas dans l'interaction, que ce soit pas que descendant. Alors, je ne vois pas de commentaires. Alors, moi, je vais me dire très prétentieusement que c'était parce que c'était très clair, très fluide et que ça correspondait tout à fait à vos attentes. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, je vous invite à me le faire savoir. Et puis sinon, je laisserai la place à David, qui nous fera le mot de la fin. Alors, David, étant donné que je ne vois pas de commentaires, je te laisse prendre la parole. J'arrête mon écran. Ah, je crois qu'il y a une question qui vient d'arriver, Rose, à l'instant. Ah. L'incertitude génère une perte de confiance. Oui. Alors, c'est pas une. Du coup, c'est. Je ne le prends pas comme une question formulée comme ça. Bien sûr que l'incertitude génère une perte de confiance, d'où l'importance de travailler sur d'autres manières de réinstaurer cette confiance-là. Et vous avez, alors là, on a listé plusieurs actions qui vont permettre de retravailler la confiance entre le collaborateur, ou tout collaborateur confondu, et son entreprise et la manière dont il va s'investir. Il y a plusieurs choses qu'on a citées là. Vous en avez peut-être d'autres en tête que je n'aurais pas citées. Et plus vous allez réussir à capitaliser sur toutes ces actions, plus la confiance aura des chances de se redévelopper. S'il n'y a pas d'autres questions, David, alors toi, apparemment, tu vois les questions, moi, je ne les vois pas. Voilà, il y a une question qui a été posée sur une personne qui est Emmanuel Auger, qui s'interroge sur le codev en période de transformation. D'accord. Alors, le codev, alors, du coup, la question est extrêmement large. Je vais la prendre dans un sens. Alors, est-ce que c'est une question de temporalité? Est-ce que c'est une question de praticité? Je ne sais pas ce qui vous interroge particulièrement. C'est évidemment prendre du temps. C'est un peu coûteux en énergie, c'est coûteux en temps. En revanche, c'est ce qui nous permet d'agir vraiment en prévention. Plus le co-développement sera une méthode qui sera intégrée dans les équipes, dans les porteurs de projets, plus ils auront l'habitude de le faire, ça peut plus ça les aidera en fait. Et c'est toujours le même principe, c'est comme les risques psychosociaux, plus on les gère en prévention, moins ça nous prend du temps et moins c'est coûteux en énergie. Évidemment, ça l'est un petit peu en amont, moyennant quoi c'est ce qui va vous permettre d'être non seulement complètement autonome pendant toute la durée de la transformation, mais en plus de ça d'être de plus en plus à l'aise. Et puis même si au début on le fait avec des règles très strictes spécifiques au co-développement, au bout d'un moment, vous prendrez complètement le pli. Ce sera moins compliqué, moins coûteux en énergie et en réflexion pour réagir, pour mettre en place le co-développement. Et je ne sais pas trop quelle était votre question, David. Je ne sais pas s'il y a une précision sur ça, mais voilà, plus vous allez vous mettre
agir en amont, en prévention, même si ça prend du temps, même si ça prend de l'énergie, plus vous serez sécurisé, plus vous serez bien entre pairs dans l'idée de ce partage, et plus ce sera sécurisant. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Merci Rose. Bon, David, je te relaisse la parole et je quitte. Merci à tous en tout cas pour votre présence. Merci beaucoup Rose. Merci beaucoup de ton intervention très, très éclairante et toujours passionnée.